Les podcasts du Figaro. Comme elle octait et semblait respirer avec difficulté, je l'avais retournée du bout du pied. Blanche, molle, tuméfiée, sa face m'était apparue pour la première fois. De voir son visage me rassura. Je m'étais baissé pour détailler ses traits. Ses yeux d'eau claire, longs cils, enfoncés dans le gras, lui donnaient un air de carlin boudeur. Sa lèvre supérieure, épaisse, retroussée, laissait à découvert 2 rangées de dents aiguës irrégulières. Un filet de bave mousseuse s'écoula, une belle prise en effet. Je fis glisser mon doigt sur ses lèvres, puis sur ses gencives, avant de l'enfoncer doucement dans la bouche pour tâter sa langue. Ah, la belle langue! Elle allait apprendre à s'en servir autrement que pour lécher les racines de tubéreuses et sucer des tiges de sureau. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Langue d'or de Philippe Comard, publié chez Gallimard. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Philippe Comard. Bonjour. Vous publiez Langue d'or, un roman virtuose qui décrit un univers sans langage ni passé. Nous voilà dans un monde qui ressemble à un Moyen-Âge sauvage, une apocalypse sans dimension divine, une cour des miracles mutique et sanglante. Le narrateur, Fifi, brosse le portrait d'une inhumanité qui ne communique que par jappement et onomatopée. Mais dans ce chaos, il va rencontrer Lali et lui transmettre ce qu'il sait. Nommer le monde va devenir alors un moyen de se rapprocher de la liberté. Alors Philippe Comard, j'ai une première question. Dans Langue d'or, vous mettez en scène un monde futuriste, mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est un monde en ruine où les humains sont retournés à l'état sauvage. Comment vous est venue l'idée de ce futur ? J'étais intéressé d'imaginer qu'est-ce que pouvait être un monde dans lequel toutes les valeurs seraient inversées, c'est-à-dire où le beau deviendrait laid, où le bon deviendrait méchant. Et est-ce que si on inversait toutes ces valeurs, est-ce que le monde continuerait à pouvoir fonctionner ? Je pense qu'il ne pourrait pas continuer à fonctionner, en tout cas pas comme le monde dans lequel nous vivons. Et puis autour de ça, c'est une réflexion sur la langue et sur la fonction même de la langue. Et une des questions qui m'a occupé, c'était finalement de savoir pourquoi est-ce que les humains parlent. On sait que l'écriture a été inventée il y a quelques 5000 ans, la parole a été inventée sans doute il y a 100 000 ans ou 150 000 ans, mais pourquoi les hommes se sont mis à parler ? Et en fait, la réponse la plus simple, c'est de dire qu'ils ont parlé pour communiquer avec autrui. Mais moi, je ne pense pas du tout que ce soit la véritable raison pour laquelle les êtres humains se sont mis à parler. Je pense qu'ils se sont mis à parler parce que le langage permet de distinguer les différentes choses qui nous entourent. Et c'est ce pouvoir discriminateur de la langue qui est, à mon avis, le fondement de la langue, bien avant le fait de pouvoir communiquer. Pour prendre un exemple, quand vous regardez 1 mètre carré d'herbe, si vous n'êtes pas botaniste, vous voyez des filaments verts et pas plus. Si vous êtes botaniste, vous allez voir du plantain, du dactyle, du chien-dent, du paturin, des oyas, et donc le fait de pouvoir nommer les choses vous permet de les distinguer et de les identifier. Et la nuance donne un peu de profondeur ? Alors non seulement ça donne de la profondeur, mais ça donne une extraordinaire richesse au monde dans lequel nous vivons. Et nous savons très bien que nous parlons naturellement pour communiquer avec les autres, mais nous nous parlons constamment à nous-mêmes. Et les enfants, quand ils apprennent à parler, on voit très bien, tout seuls dans leur chambre, ils se parlent à eux-mêmes. Le langage est ce qui permet en quelque sorte d'adhérer, d'avoir une emprise sur le monde. Est-ce que c'est aussi une manière de lutter contre le chaos ? Alors, bien sûr, c'est une manière de lutter contre le chaos. On peut se poser la question de savoir finalement qui de l'homme ou de la parole a engendré l'autre. Et je pense que c'est plutôt la parole qui a engendré l'homme que l'homme qui a engendré la parole. Et donc, il y a la possibilité d'avoir une emprise sur le monde grâce à la parole. Et c'est ça qui m'intéressait. Et dans ce roman où finalement on est dans une situation, le langage a été détruit, comment est-ce que par l'apprentissage d'une langue, un enfant finalement, va pouvoir reprendre en quelque sorte possession du monde pour pouvoir, peut-être pas le dominer, mais en tout cas le langage est ce qui nous permet d'évoquer des souvenirs, c'est ce qui nous permet de fabriquer des projets, d'imaginer des projets, et donc c'est ce qui nous permet d'avoir une emprise. Alors on a compris, la langue est omniprésente dans votre roman, il y a aussi la beauté qui est très présente, enfin la laideur en l'occurrence. On a le sentiment que c'est d'abord un monde sans beauté que vous avez voulu décrire. Est-ce que l'état sauvage, c'est pour vous l'absence de beauté ? Oui, je pense que la beauté est éminemment liée à la culture. La beauté, c'est la possibilité de prendre du recul par rapport au monde
et surtout de réorienter en quelque sorte les pulsions les plus primaires, les plus animales, vers quelque chose qui est de l'ordre de la délectation, qui a une dimension intellectuelle. Et donc la beauté, même si c'est quelque chose qui vous prend, qui vous saisit, elle ne peut se développer que dans un monde qui est pétri de langage. Je pense qu'on ne peut pas éprouver de beauté si on n'a pas derrière la possibilité de fabriquer des images. Donc la beauté est un langage, La d'une certaine beauté est une manière. forme de langage. En tout cas, c'est le produit de langage. Et donc le monde que vous décrivez, c'est un monde sans passé, sans mémoire. On refuse les musées et on ne nomme pas les choses, ni les animaux, ni les hommes. Pas de nom, pas de passé. Est-ce que c'est ça le cauchemar ? Oui, c'est le cauchemar parce que à quoi servent les mots ? Les mots sont faits pour isoler des fragments du monde, pour les détacher comme des silhouettes et pour les faire vivre dans la conscience. Donc sans mots, finalement, le monde n'a pas d'existence dans notre conscience. Et le vrai cauchemar, oui, c'est effectivement d'être dépourvu de langage. Peut-être ce serait mon pire cauchemar que tout d'un coup d'être privé de mots pour dire ce que je ressens. D'ailleurs, dans les cauchemars, on se souvient rarement de phrases, mais peut-être de mots. C'est peut-être lié à ça. Oui, et puis je pense que comme on a dans les cauchemars l'impossibilité parfois de courir ou l'impossibilité de dire ce que l'on veut dire, c'est un handicap énorme. Et les romans sur la langue, sur le chaos des mots et la liberté, la littérature en est pétrie. Alors quel livre illustre pour vous les pouvoirs du langage ? La littérature, d'abord avec un grand L, quand on lit, je ne sais pas, Montaigne, on est subjugué de voir qu'un auteur qui a vécu il y a 5 ou 6 siècles est capable, par les mots, de nous faire ressentir des choses qui sont extrêmement contemporaines, qui sont actuelles. Donc pour moi, le langage, oui, c'est effectivement la possibilité non seulement de vivre notre vie, mais de comprendre et de s'immiscer dans la vie des autres et d'en jouir. Parce que finalement, c'est le plaisir de pouvoir partager des émotions, de pouvoir partager des sensations avec ceux qui nous entourent. C'est ce qui nous rend humains finalement, la langue. Oui, je pense qu'il y a une dimension éminemment humaine, oui, bien sûr. Quel livre vous a fait aimer lire ? Alors, en dehors des quelques premiers livres qu'on lit au lycée, même si j'ai quelques souvenirs, je crois qu'il y a 1 ou 2 pages de L'Étranger où l'auteur, le narrateur, n'est-ce pas, respire l'oreiller de la jeune fille dont il est amoureux. Ça, quand on a 13 ans ou 14 ans, ce sont des images violentes sur le plan littéraire parce qu'on n'a jamais vraiment éprouvé, nous encore, à cet âge-là, cette sensation. Et tout d'un coup, on est capable de vivre quelque chose qu'on imagine, mais qu'on n'a jamais encore véritablement senti. Et ça, je crois que ça a été peut-être c'est une des pages qui m'a le plus marqué. Après, dans ma vie d'adulte, je lis beaucoup plutôt les grands auteurs classiques, même si je lis de la littérature contemporaine. Parmi les auteurs du XXe siècle qui m'ont profondément marqué, je pourrais citer Michel Tournier, parce que chez Michel Tournier, il y a pour moi, disons, une alliance très féconde entre le mythe et la réalité. C'est-à-dire que pour prendre, je ne sais pas, son roman sur le roi des Aunes, on a à la fois le mythe de l'ogre qui est développé, qui est un mythe ancestral. On connaît des versions du mythe de l'ogre, c'est-à-dire de le père qui mange ses enfants depuis la très haute antiquité. Et lui, il la ramène dans le monde moderne et il essaye de voir comment est-ce qu'on peut articuler le mythe avec la réalité. Et pour moi, c'est ça la véritable littérature. Je suis très très loin de la littérature victimaire ou simplement pseudo-réaliste qui cherche simplement à rendre compte de nos malheurs immédiats. Ça peut avoir un pouvoir documentaire que je ne lis pas, mais la littérature pour moi, elle est liée au décentrement. Le point de vue de l'auteur vous amène à déplacer votre point de vue pour voir les choses différemment. Et si vous voulez, pour moi, les grands auteurs, c'est Borges, c'est Kafka, c'est Beckett. Quel livre vous a fait pleurer ? Pleurer, je ne sais pas. Les larmes aux yeux, non, je n'ai pas de souvenir de livre qui m'ait fait, j'ai pas de souvenir de livre qui m'ait fait vraiment pleurer. Je peux être ému profondément, pleurer, je ne sais pas. Et non, voilà, je suis un peu incapable de répondre à votre question. En tout cas, j'ai pas de livre qui me vient à l'esprit. Quel livre vous a fait rire ? Moi, Kafka est un auteur qui me fait beaucoup rire. D'ailleurs, paraît-il, quand il lisait certains de ses textes à ses amis, lui-même pouffait de rire et il n'arrivait pas à finir ses phrases. Un autre auteur qui me fait énormément rire, mais c'est un rire très subtil, c'est un rire second, c'est Proust. Proust, il est très amusé. Je ne sais pas s'il est amusant, mais il est amusé quand il écrit. Et je sens cet amusement et je sens le plaisir qu'il a eu à écrire et cela m'amuse, voilà. Quel livre vous a mis en colère ?
Ben, les livres qui me mettent en colère, c'est plutôt les livres qui sont très éloignés de moi, c'est-à-dire ceux qui rabaissent la littérature au simple constat de nos propres misères. Voilà, j'ai pas d'admiration pour la littérature, disons, Houellebecquienne, parce que tout simplement, c'est une façon de nous mettre notre nez, pour être vulgaire, dans notre caca, mais c'est surtout une façon de flatter ce qu'il y a de plus bas chez les êtres humains. Et moi, je suis plutôt porté à essayer d'élever, disons, la littérature au-dessus des pures contingences matérielles et charnelles dans lesquelles nous vivons. J'ai une dernière question. Quel livre aimez-vous offrir? J'avais à un moment donné beaucoup offert un livre que je trouve extraordinaire de Bernard Lamarche-Vadel qui s'appelle Tout casse, qui était publié chez Gallimard et qui est un monde aussi comme ça, pas semblable à celui que je décris dans Langue d'Or, mais où l'univers était complètement détruit et il mettait en scène les rapports entre des individus dans un monde qui était complètement déstructuré. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, assez difficile d'accès, je dois le dire. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Langue d'Or, publié chez Gallimard. Merci Philippe Comard. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je m'appelle Alice Develay, je suis journaliste au Figaro littéraire. Vous pouvez retrouver le moment des livres sur Figaro Radio, le site du Figaro et les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. À bientôt!